La pièce Andromaque de Racine puise ses origines littéraires dans la riche trame de la légende troyenne, telle que narrée par des œuvres telles que l'Iliade, l'Énéide et diverses tragédies grecques, notamment celle d'Euripide. Les protagonistes, tels Pyrrhus, le fils d'Achille, se présentent comme des figures héroïques, héritiers des hauts faits de leurs prédécesseurs. Pyrrhus incarne la vaillance de son père, mais également sa violence, perpétrant des exactions lors du sac de Troie, dont le meurtre brutal du vieux roi Priam et de la princesse Polyxène. Cependant, Racine, tout en s'inspirant de ces récits mythologiques, façonne une narration singulière. Andromaque, victime d'Achille dans l'Iliade, parvient à déjouer les Grecs lors du massacre final, substituant la vie de son fils Astyanax à celle d'un autre enfant. Ainsi, dans la pièce, elle devient prisonnière de Pyrrhus avec Astyanax. Cette réinterprétation subtile démontre la maîtrise de Racine dans la réappropriation créative de la mythologie. L'intrigue s'étend également à l'Épire, où règne Pyrrhus, abritant Hermione, princesse grecque, fille de Ménéla et d'Hélène. Ménéla, en gratitude envers Pyrrhus pour sa contribution à la victoire, offre sa fille en mariage. Cependant, au début de la pièce, 1 an après la guerre, le mariage entre Pyrrhus et Hermione demeure en suspens, ajoutant une tension narrative à l'œuvre. Oreste, fils d'Agamemnon, figure emblématique de la mythologie grecque, entre également en scène. Bien que la pièce ne mentionne pas explicitement son matricide, Racine conserve l'aspect tourmenté du personnage. Oreste, doublement cousin d'Hermione, aspirait à devenir son époux avant que les vicissitudes de la guerre de Troie ne modifient son destin. Cette trame complexe, marquée par des liens familiaux entrelacés, contribue à la tension dramatique de l'œuvre. Andromaque de Racine émane des sources mythologiques, revisitant de manière subtile les récits épiques de la légende troyenne. L'auteur allie habilement les éléments héroïques à une narration singulière, dépeignant des personnages emblématiques tels que Pyrrhus, Andromaque, Hermione et Oreste. Les intrications familiales et les choix tragiques des protagonistes confèrent à la pièce une profondeur psychologique et émotionnelle, captivant l'audience à travers les méandres complexes de la condition humaine. Dans cet entretien, le metteur en scène Stéphane Braunschweig analyse Andromaque de Racine, en mettant l'accent sur l'aspect psychologique des personnages. Il souligne la connexion étroite entre leurs passions amoureuses et les traumatismes de la guerre, suggérant que la folie amoureuse pourrait être une conséquence d'une folie liée aux horreurs de la guerre. Braunschweig explore également les paradoxes psychologiques et émotionnels des protagonistes, notamment Pyrrhus et Oreste, illustrant comment l'amour devient un moyen de réconciliation ou de fuite de l'inhumanité. L'entretien révèle la complexité psychologique des personnages dans le contexte des conséquences traumatisantes de la guerre. Iphigénie, que tu as mise en scène en 2020, raconte le départ des Grecs pour la guerre de Troie, au prix du sacrifice de la fille d'Agamemnon, chef de l'expédition. Andromaque se passe 11 ans après, 1 an après la victoire grecque, une victoire accompagnée d'exactions atroces, perpétrées notamment par Pyrrhus, le fils d'Achille. Racine situe la pièce en Épire, où il règne, et où se trouvent aussi ses captifs. Andromaque, la veuve d'Hector, avec son tout jeune enfant Astyanax, dernier descendant de la lignée royale de Troie. L'événement déclencheur est la demande faite par Oreste, au nom des Grecs, de leur livrer Astyanax pour l'exécuter. La paix ne peut être assurée, selon eux, que par cette logique d'élimination totale de l'ennemi, seule à même de les protéger d'un futur de vengeance. Malgré cet aspect très politique, la pièce est surtout célèbre par son intrigue, faite d'une chaîne d'amours impossibles. Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque. C'est vrai qu'Andromaque est surtout connue comme une grande pièce sur la passion amoureuse et la folie meurtrière qu'elle entraîne. Mais c'est comme si on déconnectait la situation affective des personnages de leur contexte historico-mythologique. La fin de la guerre de Troie, avec toutes ses atrocités et ses conséquences. Quand j'étais plus jeune, je pensais que ce que voulait raconter Racine, c'était l'égoïsme d'individus qui ne s'occupent que de leur passion, alors qu'autour de le monde sort tout juste d'une énorme catastrophe. En relisant la pièce après avoir monté Iphigénie, mais aussi dans le contexte des guerres qui reviennent en Europe, je me suis dit qu'il fallait peut-être au contraire regarder ce qui arrive à ces personnages comme une part de cette catastrophe. Car ce dont il est question à travers leur folie amoureuse, c'est peut-être aussi d'une autre folie, directement liée à la guerre, et au traumatisme qu'elle a causé. Il y a d'abord, bien sûr,
la violence réelle qu'ont subi les victimes, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le stress post-traumatique de ceux qui ont touché leur propre inhumanité, et puis les traumatismes liés à l'explosion du ressentiment et au désir de vengeance, qui se transmettent de génération en génération. Quand une guerre éclate, on sait déjà que plusieurs générations vont être impactées. Je pensais à ça l'année dernière au début de la guerre en Ukraine, et je me suis dit qu'Andromaque était peut-être moins une pièce sur l'amour, que sur les traumatismes de la guerre, et la quasi-impossibilité du retour à la paix. D'ailleurs, toute la pièce se déroule sous la menace concrète d'une nouvelle guerre de Troie. Et puis j'ai eu cette vision des personnages marchant dans une énorme flaque de sang, se parlant d'amour dans le sang, et c'était comme si tous les Alexandrins devenaient extrêmement concrets, perdaient leur apparente préciosité de langage de cour du XVIIe siècle pour révéler, sous leur épure de diamant, une brutalité et une cruauté qui nous renvoient aussi bien au temps d'Euripide qu'à notre époque contemporaine. Un mélange de beauté et d'effroi, la possibilité de faire transpirer des Alexandrins la sordide réalité dont ils parlent, de quoi inspirer le jeu des acteurs. Les protagonistes n'ont pas tous le même rapport à la guerre. Une des choses intéressantes dans cette pièce, c'est qu'elle mêle des personnages qui y ont été directement confrontés et des personnages qui l'ont vécu à distance. Pyrrhu, le fils d'Achille, et Andromaque, la veuve d'Hector, se sont trouvés au cœur de son épisode le plus violent. Ils sont profondément marqués par cette expérience du sang, des carnages, des massacres. Les deux autres personnages ont vécu loin du champ de bataille, mais la guerre de Troie a aussi fait basculer leurs existences. Oreste est le frère d'Iphigénie, sacrifié par leur père Agamemnon, pour que les Grecs puissent partir à Troie, et il est aussi le vengeur de son père, assassiné par sa mère au retour de Troie. Sa cousine Hermione est la fille de Ménéla et d'Hélène, le couple qui est la cause de tout. Si elle a été promise à Pyrrhu, c'est que son père a voulu récompenser, par là les exploits guerriers de celui-ci, décisifs pour la victoire finale. Les quatre personnages sont donc radicalement impliqués, impactés, mais ils n'ont pas le même rapport à la violence. Pyrrhu et Andromaque sont pris dans des enjeux liés à une expérience réelle. Pyrrhu se débat avec sa propre inhumanité, Andromaque avec son statut de victime, et avec son devoir de mémoire. Oreste et Hermione vont être rattrapés par l'horizon de violence, dans lequel ils ont été plongés depuis l'enfance. Le point de départ est paradoxal. Pyrrhu tombe amoureux de sa captive, ou plus exactement, il veut qu'elle l'aime. Mais comment peut-il sérieusement espérer qu'elle tombe amoureuse de celui qu'elle voit comme le bourreau de tous les siens? Lui et son père, Achille, ont massacré sous ses yeux toute sa famille. Plutôt que de prendre cette passion de Pyrrhu pour Andromaque, comme une fatalité inexplicable, comme on présente parfois la passion racinienne, je me suis demandé si elle ne racontait pas quelque chose, comme un besoin plus ou moins conscient de réparer, ou d'essayer de réparer ses crimes. En souhaitant l'amour de sa victime, peut-être cherche-t-il à se délivrer de son inhumanité, à se délivrer des cauchemars horribles, qui doivent le hanter toutes les nuits, à effacer dans sa chair et son âme, la mémoire de sa propre barbarie. Épouser Andromaque, c'est aussi redonner un avenir à son fils, Astyanax, le reste des Troyens, celui qui pourrait en redevenir le roi. C'est comme s'il relevait Troie de ses cendres. Le paradoxe sur lequel repose la pièce est aussi politique. Pyrrhu, le vainqueur ou le boucher de Troie, selon la façon dont on le considère, les deux images ne cessant de se superposer dans la pièce a brusquement changé de camp. Relever Troie, est-ce une conséquence de l'amour qu'il a pour Andromaque, ou le désir inconscient que cet amour révèle? Il y a aussi chez Pyrrhu, un fond de haine pour les Grecs, ses anciens alliés, qu'il a hérité de son père. On se souvient que l'Iliade est l'histoire du retrait d'Achille, de son refus de se battre, un retrait qui a causé des milliers de victimes dans le camp grec. Or, le conflit entre Pyrrhu et Oreste du premier acte, autour du sort des captifs, rappelle la dispute d'Achille et d'Agamemnon dans Iliade. Et quand Pyrrhu refuse de livrer Astyanax au motif qu'il ne veut plus faire la guerre aux Troyens, il n'en est pas moins prêt à la faire aux Grecs. Ce qui l'anime est à la fois le désir d'un règlement de compte, avec ses anciens alliés et une quête de réparation vis-à-vis des anciens ennemis. C'est tout cela qui est en jeu dans son amour pour Andromaque. Et c'est aussi ce qui rend la paix très instable. Dès le début de la pièce, on comprend que la situation peut basculer à tout moment, qu'il cherche dans les pires une seconde Troie. On est à peine sorti d'un énorme conflit que tout pourrait recommencer. Les deux personnages masculins, passionnément amoureux de femmes,
qui ne les aiment pas, sont prêts à tout pour les obtenir, et exercent sur elles toute la violence dont ils disposent. Mais ils se représentent tous deux, comme des victimes passives de ces femmes, l'une et l'autre désignées, dès la première scène comme inhumaines. C'est complètement paradoxal. Tout en disant je me livre en aveugle au destin qui m'entraîne, Oreste a élaboré un plan pour reconquérir Hermione. Il annonce dès la première scène qu'il ne vient que pour la fléchir, l'enlever, ou mourir à ses yeux. C'est un personnage très actif, prompt au passage à l'acte. Au troisième acte, quand il décide, avec la complicité de Pylade, de l'enlever de force, en pleine nuit, on a vraiment l'impression qu'il va la violer. Les deux personnages masculins sont clairement dans la culture du viol, Pyrrhu aussi. Il a l'air de demander son consentement à Andromaque, mais en menaçant son fils de mort, si elle ne l'épouse pas, il lui fait subir un chantage de violeur. Notre perception de la passion amoureuse a changé. On nous apprenait que les personnages de Racine sont les jouets de leur passion, et qu'ils commettent des crimes pour cette raison. Aujourd'hui on parle de féminicide, et plus de crimes passionnels. S'il y a un crime passionnel dans la pièce, ce n'est pas un féminicide, c'est un homme qui est tué, Pyrrhu, sur les ordres d'Hermione. Mais elle ne le commet pas elle-même. Pas plus qu'Oreste d'ailleurs, qui n'a pas réalisé le désir meurtrier d'Hermione. Même si le fantasme du crime passionnel traverse la pièce, car Pyrrhu aussi s'imagine tuer Andromaque. C'est lui mettre moi-même un poignard dans le sein, dit-il à Phanix, lorsqu'il décide de livrer Astyanax. Ce n'est pas exactement comme cela qu'elle finit. L'assassinat de Pyrrhu par les Grecs, en pleine cérémonie de mariage avec Andromaque, au moment où il la couronne et reconnaît son fils comme roi des Troyens, est un meurtre politique. Pour moi, Hermione est un personnage qui vit complètement dans le fantasme. Ce qui la révèle le plus, c'est ce qu'elle dit à l'acte 5, au moment où elle pense qu'Oreste n'aura pas le courage d'obéir à son ordre de tuer Pyrrhu, et où elle compare sa situation à celle d'Hélène. Quoi, sans qu'elle employât une seule prière, ma mère en sa faveur arma la Grèce entière. Son fantasme inconscient, et avec Racine, l'inconscient arrive toujours un peu à la conscience. C'est peut-être d'égaler sa mère, ou d'avoir une existence au-delà de sa mère. Ce qui est vraiment en jeu pour elle, c'est l'humiliation qu'elle subit. Elle est arrivée en Épire comme la princesse promise au héros victorieux, mais cela fait des mois qu'il la délaisse, ou revient à elle, pour retourner ensuite à Andromaque. La scène de rupture de l'acte 4 est implacable. L'humiliation d'Hermione est en miroir inverse de la légende de sa mère, celle que tous les hommes ont désirée. Racine nous montre qu'au-delà de la jalousie, c'est la vraie source de sa violence. Et là, on revient à la guerre, car sur ce plan aussi, on sait à quel point humiliation est le terreau de la violence, du ressentiment et de la haine.